Rebonjour pour les quelques personnes qui n'ont rien à faire de leur vie et qui viennent juste d'enchaîner l'épisode 3 et l'épisode 4 qui ont été enregistrés en même temps. C'est pour ça que vous pouvez entendre ma voix nasillarde et un petit fond de reniflement et de tout sur les deux épisodes. Celui-ci est consacré à Julieta, film de Pedro Almodóvar, sorti le 18 mai 2016 avec entre autres Emma Suárez et Adriana Ugarte. Rapidement avant de passer à l'épisode, je tenais à vous dire qu'il ne faut pas oublier de vous abonner sur ce podcast fin de séance, que ce soit sur iTunes ou sur votre application de podcast sur Android. N'hésitez pas à aimer la page fin de séance sur Facebook. Également à nous suivre sur Twitter ou Instagram, c'est toujours @fin de séance au singulier. J'y posterai des news quant aux films qui seront traités dans les épisodes ultérieurs. N'hésitez pas non plus à me tweeter ou à m'envoyer des messages sur findeséance@gmail.com si vous avez des idées pour d'autres films que nous n'avons pas traités. On pourra les regarder et justement les analyser selon vos conseils. J'en profite pour dire également que nous aurons tous les 5 ou 6 épisodes un épisode spécial Oldies but Goldies en fonction des ressorties ciné de certains vieux films. On commencera très probablement le 8 juin par le film Stalker d'Andrei Tarkovsky. Donc si vous voulez aller le louer ou le télécharger légalement bien sûr pour le voir avant l'épisode, n'hésitez pas. Je vous laisse maintenant écouter ce qu'on pense de Julieta. Pour te dire, j'ai dû me noter certaines, deux, trois petites choses sur mon téléphone parce que je trouvais qu'il y avait. En fait, tu pouvais tout dire de ce film. Je l'ai trouvé très profond, très bon. Les actrices, parce que clairement, on est d'accord qu'il y avait que deux acteurs, hein, les actrices étaient très très bonnes. Certaines dans tous les sens du terme. Dis-moi ce que t'en as pensé, toi, quand on est sorti sur... Bon alors déjà, il y a plusieurs choses. Parce que déjà, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'Almodovar. Dans le sens où le film d'avant, je le compte pas comme un vrai film d'Almodovar parce que c'était une sombre bouse. Lequel? Les amants passagers. Les amants Ah, passagers. c'était... Ouais, j'avais pas aimé, du Voilà. tout. Et donc en fait, son film d'avant, il remonte, je crois, à 2010. C'était La peau que j'habite. Ouais, c'était La Piel qui habite qui était là pour le coup un chef-d'œuvre. Et en fait, la plupart des films d'Almodovar, je les ai découverts quand t'es censé les découvrir, c'est-à-dire à l'adolescence. En Et cours d'espagnol. un cours d'espagnol par exemple. Non mais où il y a une espèce de chose avec Almodovar où en fait tu le regardes, t'as l'impression que à la fois ça fait référence au vieux cinéma hollywoodien, au mélodrame, tu vois, et que c'est des films comme ça qui jouent un peu avec ces codes-là, tu vois, qui s'amuse avec les conventions et qu'il fait un espèce de jeu avec le spectateur pour reconstituer son film. Et là, quand j'ai vu Julieta, j'ai vu la même chose, mais ça m'a fait réaliser beaucoup de choses en fait sur le cinéma d'Almodovar. C'est-à-dire que déjà, quel que soit le sujet qu'il aborde, il va toujours le construire un petit peu de la même manière. C'est-à-dire, on va avoir d'abord une première partie où on va voir des personnages qui agissent de manière étrange. On ne comprend pas trop pourquoi ils font ça. Et puis ensuite, au bout d'un moment, il va y avoir une révélation d'un secret Voilà, ce qui qui va va nous enchaîner expliquer leur sur un comportement. flashback de 3 heures qui va nous expliquer en fait pourquoi les personnages agissent de la manière qu'ils agissent. Donc c'est ça, c'est un cinéma du secret où, Ouais, petit à petit totalement. on va révéler des secrets qui vont nous en apprendre plus sur les personnages, on va rentrer en empathie avec eux et ça va nous permettre de mieux les comprendre. Et ça, je crois que c'est le nerf du truc d'Almodovar, c'est ça, c'est cette empathie-là. Et pour développer un petit peu, en fait, ça fait un petit moment que je réfléchis à ça sur le cinéma, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que on dit souvent que le cinéma permet de faire l'expérience de toutes les émotions différentes, etc., etc. Et je crois que c'est faux en fait. Qui C'est-à-dire dit que ça? Qui dit ça? non, mais c'est une espèce de lieu commun qu'on dit sur le cinéma, Ouais. tu vois. Et en fait, le spectre des émotions qu'on ressent au cinéma, il est quand même assez limité.
C'est-à-dire que ça va être des émotions empathiques qu'on va Oui, pouvoir... oui, parce que forcément, on est obligé de se transposer dans la vie de C'est ça. quelqu'un qu'on est en train de regarder. Donc, il y a... C'est-à-dire en regardant un film, je vais jamais me sentir coupable. Oui, Je vais ressentir la culpabilité du personnage, de quelqu'un d'autre, ouais. je vais pouvoir avoir de la pitié pour lui, je vais pouvoir avoir quelque chose comme ça, mais il y a des émotions que je vais pas pouvoir avoir. C'est-à-dire que donc les émotions que je peux avoir, c'est les émotions qui me permettent de rentrer en empathie, et je pense que le cinéma permet de développer ça, de développer une certaine empathie qui ensuite permet dans la vie d'essayer de mieux comprendre l'autre parce que on a pu vivre ce genre d'expérience. Ouais, bah, pour certains, c'est oui, oui, bah, c'est le but, on va dire, de l'art en général, pouvoir un petit peu plus connecter les gens ensemble. Mais en fait, je crois que ici, c'est le cœur du cinéma d'Almodovar, puisque son but, en fait, c'est de nous montrer que derrière derrière les agissements de chacun, il y a toute une série de secrets, de choses cachées, qui font que ces gens ont des raisons d'agir de la manière dont ils agissent. Oui, Et c'est donc, quelque part une façon de, comment dire, une explication comportementale de chaque personne humaine par son passé que tu ne oui, connaîtrais pas toi en tant que personne oui, extérieure. mais donc ce jeu sur le coup de théâtre, sur les twists, sur les révélations des secrets, sur les codes hollywoodiens, avant je pensais que c'était un jeu et en fait je me suis rendu compte ici que c'était beaucoup plus profond que ça. D'accord, voilà, que c'était carrément inscrit dans une explication du moi de tout le monde en fait. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que ce que Almodovar nous dit, c'est que chaque humain est fait d'une histoire et qu'il faut prendre en compte cette histoire quand on les juge. Et c'est ce qui a amené, parce qu'il y a déjà eu des scandales à propos de films d'Almodovar, et je pense que tout part de là. Moi, je me souviens notamment du scandale qu'il y avait eu à l'époque de Parle avec elle, où pour rappeler un peu ce qui se passait dans le film, à un moment donné, tu avais un des personnages principaux qui violait une femme qui était dans le coma, et Qui n'a jamais fait ça, franchement. qui... Almodovar refusait de juger ce personnage. Oui, Et je me souviens que à l'époque ça avait beaucoup choqué. Et en fait, c'est quand même constitutif du cinéma d'Almodovar, c'est qu'il se refuse à juger ces personnages, ces personnages, quel que soit, quel que soit leur comportement. quel que soit leur comportement. Il n'y aura pas de jugement de sa part, puisque son but Ouais. c'est d'essayer de comprendre en fait Oui. quels sont les mécanismes qui se cachent derrière tout ça. Et ce qui fait que et ce qui est marrant chez Almodovar, c'est que dans la plupart des films que tu vas voir, la révélation du secret, c'est le début c'est à partir de ce moment-là que les relations commencent à se dégrader. Moi, je pense par exemple, juste quand tu prends les films scandinaves, tu vois, quelque chose comme Festen, où la famille implose au moment où on révèle le secret. La révélation du secret au cinéma, généralement, c'est quelque chose qui... Oui, c'est à partir de là que tout est mis en branle, en tout cas, Ouais, au niveau des sauf que chez personnages. Almodovar, Ouais. c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, C'est-à-dire tout à fait. que les problèmes, ils viennent du fait Ils qu'on étaient ne là partage avant. pas qu'on ne partage Tout pas à les fait. secrets. Ce Et qui est on peut... beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus à mettre en calque sur la vie de tous les jours. C'est parce qu'il y a des problèmes de communication C'est ça. qu'on a des vrais problèmes. Et Et plus on d'ailleurs, va en parler. il y a un beau personnage qui rappelle ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'héroïne, elle tombe amoureuse d'un deuxième homme qui s'appelle Oui. Lorenzo. Oui. Et elle refuse d'aller vivre avec lui au Portugal, mais elle lui dit pas pourquoi. Ouais. Et il y a lui qui lui dit, mais tu sais que je fais partie de ta vie, j'aimerais savoir pourquoi. Et elle lui demande de ne pas lui Pas demander poser ça. de questions. Ouais. De ne pas lui poser de questions. Et en fait, à la fin du film, il y a quelque chose de super beau, c'est que tu te rends compte que ce type, il est obsédé par cette femme, il a vraiment envie de savoir, et il y a un moment où il tombe sur le carnet intime de cette femme, où tu te dis, il va le lire, il va comprendre tout ce que nous on a compris sur le personnage, et il va la pardonner, et il ferme le livre, et il la pardonne quand même. C'est-à-dire que ce personnage, c'est exactement, je pense, là où veut en venir Almodovar. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir finalement à chercher forcément toutes les raisons derrière, mais juste à rentrer en empathie directe avec un personnage, quoi. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais c'est intéressant parce que, effectivement, comme tu dis, c'est souvent, on va dire, utilisé comme un artifice scénaristique pour, comment dirais-je, ajouter de la tension à ce que tu as raconté, le fait qu'il y ait une révélation de secret dans un film. Mais là, en fait, c'est totalement méta dans un film d'Almodovar parce que la révélation de secret, ce n'est pas juste un déclic des personnages qui se disent bah, en fait je devrais plus communiquer avec mon entourage. C'est une façon de dire même à tout le monde, c'est-à-dire aux spectateurs,
vous avez des secrets qui vous expliquent vous aussi. Oui. Euh, Et et les gens en- autour en- de vous, tout comme vous, face aux gens, vous n'êtes pas effectivement censé leur demander. C'est-à-dire qu'il le dit bien justement, cette scène où, d'ailleurs, il lui ramène des affaires parce qu'elle est à l'hôpital. Et elle voit qu'il lui a ramené ses carnets. ouais. Et elle est un petit peu étonnée, presque bouleversée. Elle lui demande, mais tu les as lus? Et il lui dit, non, non, j'aurais pas osé de toute façon. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et c'est vrai, parce qu'au final, c'est à la personne de révéler ses secrets et pas à autrui de venir fouiller pour expliquer. Il n'y a rien à... Et d'ailleurs, grâce à ça, elle finit par accepter qu'elle fasse partie de ce passé, qu'il fasse partie de ce passé-là, puisqu'il l'amène voir sa fille à la fin, quoi. Tout à fait, ouais. Et Alors, qui a un moment, d'ailleurs, je tiens à dire, cette fin où elle reçoit une lettre de sa fille qui lui dit grosso modo qu'elle la pardonne pour tout ce qu'elle lui a fait. En fait, ça m'a fait chialer. J'ai trouvé que c'était un moment juste magnifique. Et voilà. et euh, là, clairement, il va falloir qu'on mette genre des méga spoilers alert comme message sur le Oui, truc. mais, Mais je suis d'accord. Vu que c'est un cinéma du secret, on peut pas en parler sans Ouais, non, mais dévoiler c'est sûr. les secrets. Alors c'est marrant qu'on ait commencé par ça parce que qu'on ait commencé par justement tous ces discussions de révélation du secret, mais parce que moi je trouve que c'est une grande partie clairement de ce film parce que c'est la façon dont il a construit son film et la fin aussi, mais la fin révèle aussi quelque chose de très important qui existe tout au long du film. C'est ce que je croyais au début être simplement la condition de la femme dans la société qui est là simplement, tu sais, pour être mère. D'ailleurs, c'est un peu... Tu penses au personnage de la femme de ménage Voilà, là, qui à un joué par moment, Rosie de Palma. lui dit ça, qui Ouais. dit ça à l'héroïne. Non, mais la place d'une femme, c'est d'être mère auprès de ses enfants et pas en gros d'avoir un travail. Euh, c'est très rapide, hein, lui dit ça qu'une fois, ce n'est abordé que là de manière très explicite, mais pendant tout le long du film, il y a toutes ces femmes qui, bizarrement, tu sais, tombent malades, tombent en fait en décrépitude après avoir enfanté, en fait. Mhm. Et au final, au début, je me suis dit, parce que Pedro Almodovar, clairement, Pedro Almodovar et les femmes, il y a, voilà, c'est son œuvre, c'est l'œuvre de toute sa vie, tu vois, Mhm. expliquer, parler des femmes en général. Euh, et en fait, je me suis dit, non, il ne parle pas que de la femme, je pense qu'il parle de la vie en général. C'est-à-dire qu'à un moment, en regardant ce film, je me suis vu avoir les mêmes sensations que j'avais pu avoir en regardant, ça va te paraître bizarre, mais en regardant Interstellar, et Mhm. dans ce traitement de... euh, en ayant un enfant, j'accepte ma propre mortalité. C'est-à-dire que il y avait cette très belle scène où, à un moment, l'héroïne amène sa fille voir ses parents, Mhm. dont sa mère qui est totalement voilà, paralysée par... on ne sait pas quelle maladie d'ailleurs, certainement une espèce d'Alzheimer et d'autres choses. Et sa mère, dans une fulgurance de cognition, se réveille la nuit et arrive à avoir une discussion normale avec sa fille. Elles se tournent toutes les deux vers l'enfant en bas pour lui dire, voilà, genre, ah oui, 2 ans, ça passe vite. Et moi, en fait, j'avais l'impression de regarder des fantômes en train de regarder la vie. C'est-à-dire que, pour en tout cas la grand-mère qui, clairement, allait mourir bientôt, et la mère qui, je pense que ça pouvait prédire un peu justement de ce détachement qu'il allait avoir ensuite avec sa fille. J'avais l'impression que pendant tout ce film, en gros, on nous parlait du fait que euh, avoir un enfant, c'était... euh, bah oui, c'est un truc de... Enfin, ça va paraître une tautologie, mais c'est perpétuer la vie, mais aussi accepter la mort. Mais je pense, même il le met en emphase, à un moment donné, on a un extrait, parce que le personnage principal est professeur de grec Ouais. ancien, et à un moment donné, elle parle De d'Ulysse, littérature et de... antique.
de littérature antique. Elle parle d'Ulysse et notamment de son voyage. Et elle dit qu'en grec, il y a 3 mots pour qualifier la mer, et que le mot de la mer qui qualifie le mieux Ulysse, c'est la mer comme le départ d'une aventure. Ouais. Et Ulysse, en fait, son aventure, de toute façon, c'est retrouver sa famille. Mm. Et même, elle met bien l'emphase dessus en expliquant que Ulysse n'arrive La pas haute à être mer. séduit par Circé, qui, malgré tous ses stratagèmes, de toute façon, Ulysse doit repartir pour retrouver sa famille. Et donc, l'aventure. Enfin, ça, c'est quelque chose qui traverse tout le film, quoi. Où c'est cette idée. Parce qu'en plus, les personnages, c'est la famille, c'est quelque chose qui leur tombe dessus, quoi, on a l'impression. Oui. C'est pas Mais quelque chose qui. d'ailleurs, à un moment dans sa lettre, et je l'ai noté, d'ailleurs, ouais, bon, je crois que je vais m'en souvenir, mais je l'avais noté parce que quand elle écrit justement à sa fille ce qu'elle pense et ce qu'elle a pensé au moment de l'avoir quitté, elle lui dit euh, avoir un enfant, en gros, l'existence de sa fille emplit sa vie. Elle lui dit ça m'emplit et ça me détruit. Hmm. Et pour moi, ça résume tout, c'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais, on peut prendre cet exemple de la littérature antique, c'est-à-dire qu'en fait, ça remplit sa vie parce que c'est clairement son voyage à Ulysse de retrouver sa famille, mais c'est ce qui Hmm. le détruit dans le sens où effectivement, il est obligé de braver à chaque fois des mille et un dangers pour le faire. Hmm. C'est ce qui le rapproche de sa mort, et c'est un petit peu, j'ai l'impression, pareil pour chacun des personnages enfin, qui semblent chacun chercher une famille, que ce soit le père, par exemple, de l'héroïne, Ouais. qui se rend compte que voilà, il perd sa femme, et au bout d'un moment, il la perd réellement puisqu'elle meurt, mais qui est déjà parti chercher sa famille, sa nouvelle famille, puisque Hmm. il va naître une relation avec, en gros, son aide ménagère. Mais c'est ça, parce qu'après, c'est l'autre chose, c'est ce que j'aime bien dans le cinéma d'Almodovar, c'est que il n'y a pas de personnage secondaire. Dans le sens où chaque personnage secondaire a une vie et pourrait être le protagoniste d'un film. Ouais. C'est-à-dire que même à chaque fois que tu rencontres un personnage, il rajoute toujours des détails pour nous expliquer que de toute façon, il a autre chose à faire que de servir le personnage Oui, principal. c'est Tu vois ce ça. que je veux dire? Ouais, 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 non, Qu'il bien a, sûr. C'est pas, c'est pas et ça comme les rejoint mecs. vachement cette idée, quoi, que de toute façon, ouais, il y a jamais vraiment de personnages principaux, vu que tout le monde, en fait, a sa propre Ouais, à histoire. sa propre. Mais c'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'ai failli te parler de ce film quand on parlait du film de Woody Allen, Café Society, en parlant de tranche de vie, parce que c'est purement maîtrisé, parce que quand il pense un personnage, Almodovar, il lui crée vraiment sa vie. Et comme Ouais, tu disais, c'est pas l'officier noir qu'un ouais, c'est Bruce pas des Willis stock characters, quoi. appellerait pour avoir un indice sur telle ou telle affaire. Non, non, mais moi j'ai pas le temps, mec. Au revoir, bisous, C'est quoi. ça, c'est J'ai une ça. vie, j'ai une famille aussi, donc voilà. Et Et je crois que c'est ce qui rejoint. D'ailleurs, je sais pas si tu peux mettre un lien dans la description du yes, podcast, parce que, en fait, j'aimerais renvoyer à un texte de David Foster Wallace, ouais. qui C'est marrant, est. je regardais son commencement speech. Je sais pas si tu l'avais vu. Voilà, mais c'est de ça dont je parle, Ah, c'est This is ça. Water. Ok. En fait, pour résumer, donc Wallace, dans la tradition des universités américaines, ils invitent des gens pour, à la remise du diplôme, faire un discours aux diplômés. Et là, ils avaient invité David Foster Wallace, qui a fait un texte où, au lieu de suivre toutes les conventions qui consistent à dire voilà ce que la vie vous réserve, etc., etc., lui donne des conseils aux étudiants pour ne pas se suicider. Et en fait, ces conseils, il faut lire le texte si les auditeurs lisent en anglais, mais grosso modo, il explique ce que c'est une journée classique d'un adulte. Et précisément, il décrit avec une précision exceptionnelle ce que c'est d'aller faire les courses dans un gros supermarché. Et il décrit tout ce qui est chiant, la petite roue qui part à droite, tu sais, quand on pousse le caddie et qui veut pas aller là où on veut, les gens qui ont des enfants qui pleurent, et alors il décrit tout ça et il dit à chaque fois qu'on voit ça,
en fait, on se dit que on a envie de tuer tout le monde et juste de rentrer, de s'enfermer chez soi. Et il explique que la difficulté d'être adulte, c'est juste de se dire que tous ces gens-là ont des vies et ont des raisons d'agir de la manière dont ils agissent. Et ils disent que peut-être que la caissière qui t'a encaissé, qui t'a pas fait de sourire, ben peut-être que juste avant, en fait, elle a mis toute sa journée à aider quelqu'un pour pouvoir en fait lui permettre, par exemple, de amener les courses dans son caddie, que ça l'a complètement épuisé, que quand elle arrive à toi, elle a plus de sourire à donner, quoi. Ouais. Et c'est d'une justesse incroyable et en plus il le dit très bien si vous pouvez voir la vidéo, parce que je crois que ça a été également partagé par le Huffington Post, donc je mettrai ce lien là pour vous resituer. David Foster Wallace, c'est un super écrivain qui en l'occurrence s'est suicidé. Il s'est suicidé 3 mois après voilà. avoir fait ce discours. Bon après et voilà. Genre, tu sais, pour foutre le coup de blues à toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais, non, mais en fait, j'ai j'ai l'impression qu'il y a un vrai rapport entre ça et l'œuvre d'Almodovar, quoi. Bah, clairement, c'est exactement ce dont on parlait. C'est-à-dire que au final, chaque être humain a une histoire qui l'explique lui, et sans forcément la connaître. Tu dois lui donner au final le bénéfice du doute. Juste faire l'effort de le considérer comme un être humain, quoi. Voilà, tout simplement. Et mais c'est parce que c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque fois on a l'impression que c'est des intrigues à tiroir pas possible, mais quand tu poses à plat l'intrigue sur un papier, c'est pas si complexe que ça. Oui, c'est pas du tout si compliqué. Oui, c'est juste l'effet de... Parce qu'en fait, en gros, classiquement, dans un film d'Almodovar, t'as 2 voire 3 mini révélations de secrets en fait qui te font avancer dans la tension et le film. Bon, là c'était pareil, parce que il y a bien sûr le gros secret, on va dire, qui était que le mari de la protagoniste l'avait trompé une nuit avec sa meilleure amie, et qu'il s'est disputé avec l'héroïne, et que c'est pour ça qu'il est parti en mer et qu'il est mort. Et ensuite le mini secret du fait que effectivement sa fille l'a su en ayant parlé avec quelqu'un d'autre. Bon, bref. Et que c'est pour ça qu'elle a coupé les liens avec sa mère et qu'elle est partie. Mais c'est effectivement, quand tu l'écris, j'allais dire, linéairement, voilà, en fait, on vient de l'expliquer en 2 phrases et puis c'est terminé. Oui, c'est ça, c'est pas forcément un truc si intéressant, c'est très banal, en fait. C'est très banal, c'est pas Terminator, quoi. Non, mais c'est ça, et c'est cette manière de le raconter, quoi, qui le rend intéressant. C'est surtout qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça. En fait, c'est ça que pose la question, c'est ça la question que pose Almodovar, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une histoire aussi banale que ça, quoi. Et on a beaucoup de choses à apprendre. Je t'avoue que je suis assez content de ce dont on parle, parce que j'ai regardé là en rentrant justement entre le début de ce podcast et avoir terminé ma séance de film. J'ai regardé les critiques en fait qui sont données de ce film. Ouais. Et alors, bon, je pourrais pas parler de toutes les critiques, mais j'ai l'impression, alors soit les personnes qui ont écrit ces critiques n'ont pas vu le film et c'est juste pour balancer un truc à écrire, en fonction du synopsis qu'ils ont eux lu par contre, soit ils ont rien compris au film, parce que s'attarder sur la vraie histoire de ce film n'a aucun rapport avec ce film. Non, mais je suis d'accord, mais parce qu'en plus il y a un truc que je trouve bizarre avec les critiques de ce film, c'est-à-dire que y en a beaucoup qui disent sympathique, mais un Pedro Almodovar mineur. Alors, et je suis pas d'accord, c'est-à-dire si je dois en choisir un, c'est pas mon préféré, je pense qu'il en a fait des meilleurs que ça, mais après je pense que c'est ultra subjectif. Je trouve pas que ce soit un film mineur, parce que c'est un film qui a eu une énorme ambition en fait, et qui a une ambition qui est très proche des obsessions d'Almodovar. Et en ça, je crois pas qu'on peut dire que c'est un film mineur, en fait. Il fait vraiment partie de sa filmographie comme un des jalons mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, ce film parle de la vie avec un grand V en général. C'est-à-dire... presque tu pourrais même extrapoler le fait que ce film parle de la perpétuation de l'espèce humaine, des questionnements qu'on a sur la mortalité, sur notre vie ici. C'est une vraie question de cinéma, parce qu'il pose aussi de toute façon la question, juste la question de l'art dans notre société. C'est en quoi l'art nous permet d'apprendre à vivre en fait. Enfin, je trouve que c'est un truc qui parle énormément, c'est-à-dire que son rapport au cinéma, c'est pas juste un rapport fétichiste de j'aime les films hollywoodiens de George Cukor et de Douglas Sirk, tu vois. C'est pas juste j'aime ça, c'est j'aime ça, mais je comprends ça.
et je comprends en quoi ça a été important dans ma vie, et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de transmettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois J'ai l'impression que c'est un vrai film de cinéma qui parle d'une question de cinéma, et en quoi ça a un rapport avec notre société. Et en ça, je trouve que, enfin voilà, pour moi, c'est un film très Et réussi, également pour expliquer, c'est-à-dire que je me mets à la place de quelqu'un qui pourrait nous écouter, qui se dirait non mais en fait je pense qu'ils partent un petit peu trop dans des délires, mais vraiment il faut vraiment que vous puissiez. Je pense à Alexandre. Ouais. Ce roux. Non mais sérieusement, il y a des gens qui viennent dans la rue, hein, tu vois, ils me disent Areski, est-ce que tu penses que ce dernier Almodovar, il ne parle que d'une femme qui est triste parce qu'elle n'a plus de contact avec sa fille. Et là, ces gens-là, je les gifle directement. Et je leur dis, ce film n'a aucun rapport avec ça. Il faut voir ce film. Et en fait, si clairement vous êtes ouvert, ça va vous submerger de plein d'autres questionnements, de plein de choses, sauf d'une histoire simple, en fait. Ça, vous allez penser à autre chose que l'histoire simple. C'est aussi simple que ça. C'est tellement bien fait que... encore une fois, voilà, je suis un fan de Transformers, tu vois. Et qu'on me fera pas croire que Optimus Prime, c'est la métaphore du bloc capitaliste contre le bloc communiste, ou ce que tu veux. Donc je suis pas non plus un fan extrême de trouver des métaphores à tous les films, mais là, non seulement il n'y a pas à la chercher, cette métaphore, mais en fait, elle te tombe directement dans le cerveau. Mais non, mais parce que c'est pas une métaphore, c'est pas un symbole. Il n'utilise pas des symboles pour raconter quelque ça. chose. En fait, comment dire, la réflexion, on va dire plutôt ça, plutôt que le mot métaphore. En fait, la réflexion plus intellectuelle, on va dire, que la simple histoire va vous tomber dessus naturellement. Ça, c'est parce que c'est le sujet, en fait. C'est juste le sujet, quoi. C'est... Et bon, après il y a d'autres choses, parce qu'on a beaucoup parlé de la narration, parce qu'il y avait quelque chose d'important. Après, il y aurait plein de choses à rajouter, notamment sur la manière qu'il a de composer ses cadres et le rapport qu'il entretient avec l'art contemporain. Il y a beaucoup... Enfin, c'est très riche aussi de ce point de vue-là. C'est vrai, ouais, putain, c'est vrai. C'est vrai. Et comment ça soutient? Parce que surtout c'est quelque chose, c'est-à-dire que Almodovar, donc c'est un véritable amateur d'art moderne et d'art contemporain. Et j'ai l'impression surtout que c'est quelqu'un qui comprend ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je comprends assez peu ce genre d'art, j'ai pas les codes pour le comprendre. Et pourtant, quand je vois des constructions qui peuvent rappeler des tableaux d'art moderne chez Almodovar, il y a quelque chose qui me submerge. C'est-à-dire quand il met des motifs de Klimt ou de Mondrian à l'arrière-plan, j'ai l'impression qu'il y a un rapport émotionnel entre ça, et qu'il essaie de montrer ça. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Encore une fois, c'est son génie, c'est savoir te faire accepter et réfléchir à des trucs. Sans que toi-même tu aies les codes, en fait. Il arrive à traduire des codes, en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est très très populaire, en fait, le film, quoi. Totalement. T'as pas besoin d'être pointu en art pour le comprendre, mais même t'as pas besoin de savoir formuler exactement pourquoi le film t'a touché pour qu'il te touche. Exactement. Et c'est ça que je trouve fort, en fait, dans le... Voilà, et tu te retrouves à la fin à pleurer comme une petite belette, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà. Je pense pas avoir quelque chose à rajouter. Je pense qu'on va. C'est qui? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Adriana Ugarte. Elle, on va la voir beaucoup, je pense, bientôt. Attends, il y en a deux, Adriana Ugarte et Emma Suarez qui jouent le même personnage. Différents. Ouais. Elles sont formidables toutes les deux. La transition est assez. Elle est géniale. Elle est géniale. La transition entre les deux actrices qui jouent le même personnage est vraiment très intelligente. Formidable. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, on vous laisse voir ça. Et là, par contre, vous êtes obligé de le voir parce que c'est vraiment quelque chose de très bon comme film. Moi, je lui mets easy. Ouais, non, je lui mets 4 miams sur 5. Moi, j'y mets 4 miams. Ouais, ok. Donc, régalez-vous, quoi.